Allez, de retour parmi vous pour la dernière partie de cette émission, celle consacrée au débat. Nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hassan Khalidi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Alors, tout d'abord, on va revenir sur l'actualité la plus récente, c'est-à-dire la tenue du sommet pour la paix qui a eu lieu au Caire. Encore une fois, l'Égypte se positionne en tant que médiateur donc de la guerre qu'il y a entre Israël et le Hamas. Des discours importants ont été tenus hier, notamment de la part du président Abdel Fattah el-Sisi, mais aussi du secrétaire général des Nations Unies et des différents chefs de la diplomatie. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Premièrement, l'Égypte, dans le contexte actuel de l'agression israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, n'est pas un médiateur. Nous sommes en soutien de la cause palestinienne et le peuple palestinien sans aucune condition. Ça, mon point de vue. Deuxièmement, la conférence hier, l'Égypte a fait savoir sa position vis-à-vis des plans israéliens et d'un autre côté, les délégations arabes ont aussi soutenu la position égyptienne et en ce qui concerne les délégations occidentales, certainement leur position n'était pas si ferme, n'était pas si concluante concernant l'agression israélienne. Ils ont parlé du droit d'Israël à se défendre sans appeler à un cessez-le-feu. Alors, la conférence, d'un côté, a soutenu les positions égyptiennes et arabes, et d'un autre côté, a démontré que l'Occident n'est pas neutre dans la situation actuelle. Pas seulement n'est pas neutre, mais il soutient les plans israéliens à continuer de bombarder des innocents et des civils jusqu'à ce qu'Israël annonce qu'elle a réussi à mettre en œuvre son plan d'anéantir, entre guillemets, le Hamas. Ceci dit, Israël ne réussira jamais à anéantir le Hamas. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Quand on parle de la situation dans la bande de Gaza, les gens ou l'opinion internationale commence à un tout petit peu réaliser que ce territoire a été bloqué depuis à peu près 16 ans, depuis 2007, l'arrivée au pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza, également les conditions de vie impitoyables pour les survivants là-bas. Et on parle de 2,4 millions de personnes vivant dans la bande de Gaza. Est-ce que vous pensez que suite à cette prise de conscience, on peut s'attendre à ce que leurs conditions de vie commencent à changer ? La condition de vie des Palestiniens dans la bande de Gaza ? Oui. On ne peut pas à ce stade parler d'un tel dénouement. Ce qui change maintenant est un cessez de feu. Et deuxièmement, l'acheminement continue des vivres, et de l'eau, et de tout ça pour la bande de Gaza. Et une fois Israël cesse son agression, une fois Israël lève le siège sur la bande de Gaza, dans ce cas-là, on peut commencer à parler d'améliorer les conditions de vie de la bande de Gaza. Et quand je dis on commence à parler d'améliorer les conditions de vie des Palestiniens dans la bande de Gaza, je suis vraiment optimiste, entre guillemets, parce que maintenant, ce n'est pas l'amélioration du niveau de vie, mais l'essentiel maintenant, le plus urgent maintenant, est de s'assurer que les Palestiniens dans la bande de Gaza jamais vont
vivre de telles agressions. C'est la 5e fois depuis 2008-2009 que la bande de Gaza et les innocents dans la bande de Gaza subissent les agressions israéliennes. Alors maintenant, c'est la question qui se pose aux Arabes et à nous en Égypte, comment arrêter ce cycle vicieux, ce cycle agressif, ce cycle brutal et criminel de la part des Israéliens. Alors, monsieur l'ambassadeur, hier, vous le savez, un premier convoi a réussi à passer par le poste frontière de Rafah en direction de la bande de Gaza. Un convoi composé de 20 camions uniquement, c'est ce qui a été négocié. Et on a découvert qu'après la fermeture du poste frontière, le ministre de la Défense israélienne a annoncé intensifier les frappes dans la bande de Gaza au cours des prochains jours. Est-ce que vous pensez que c'est en réponse justement à l'entrée du convoi ou est-ce que c'est par provocation? Non, non. Les Israéliens ont un plan militaire. Ils sont en train de mettre en œuvre, d'appliquer ce plan et ils veulent entrer, ils veulent envoyer leur armée dans la bande après qu'ils ont l'assurance que cette armée, leurs forces ne vont pas rencontrer une résistance acharnée de la part les bataillons de Zedin Qassam. Et c'est pour cela que ce acte de bombardement intensif s'intensifie pour préparer, si il donne le feu vert pour l'armée israélienne d'entrer dans la bande de Gaza, pour, comme je viens de le préciser, pour s'assurer que leurs pertes, pour minimiser leurs pertes en termes de matériel et en termes de la vie de leurs soldats. Voilà le but principal, le but principal de l'intensification de ces bombardements. En tout cas, maintenant, depuis hier, on a noté que les Israéliens sont en train de provoquer Hezbollah pour préparer l'opinion publique israélienne et internationale à un deuxième ils vont ouvrir un deuxième front au nord d'Israël, au sud du Liban. Et certainement, de son côté, le ministre des Affaires étrangères américain a téléphoné hier le Premier ministre libanais pour lui mettre en garde contre toute provocation contre Israël. Et il a dit, c'est une menace implicite au Liban. Et il a dit, dans ce cas-là, si Hezbollah entre dans cette confrontation militaire avec Israël, c'est le peuple, et moi je le cite, c'est le peuple libanais qui va en subir les conséquences. Voilà, devant nous, et on doit parler de ça. L'alliance entre les États-Unis et Israël dans le contexte actuel au Moyen-Orient. Oui, mais c'est une alliance qui a été affichée dès le premier jour. Dès l'attaque le 7 octobre du Hamas en Israël, les États-Unis ont été très clairs. Ils sont les premiers à avoir annoncé que quoi qu'Israël fera, elle avait carte blanche. Oui, mais oui, vous avez raison, madame, mais nous sommes stupéfaits, nous sommes choqués par une telle alliance, c'est de jamais vu. Et il garde le silence vis-à-vis les crimes de guerre commis par Israël contre les innocents palestiniens, et en même temps, ils mettent en garde les pays arabes de se mêler, de soutenir le peuple palestinien à se défendre contre les bombardements et contre le siège. Mais on n'a jamais vu dans ce triangle
des relations entre les Américains et avec les pays arabes et Israël. Jamais vu, et je crois que il y a des voix qui se lèvent aux États-Unis pour s'opposer à de telles positions scandaleuses avec l'agresseur contre les victimes. Est-ce qu'à votre avis, ça va influencer les élections présidentielles de 2024 qui est pour bientôt là? Certainement, comme vous le savez, madame, les élections présidentielles aux États-Unis ont été toujours centrées sur l'économie américaine, sur les affaires américaines. Sinon, la politique étrangère n'a pas un impact majeur sur les résultats, soit sur le déroulement de la campagne présidentielle ou sur le vote, comment les Américains votent. Mais certainement, prendre des positions favorisant Israël, certainement assiste les candidats pas à gagner de voix, mais pas à perdre de voix. Je vous rejoins, monsieur l'ambassadeur. Je parlais notamment de la demande qu'a faite Joe Biden hier au Congrès, celui d'un nouveau budget comptant une enveloppe de plusieurs milliards de dollars pour justement aider Israël, entre autres, à se fournir en armes. Une petite enveloppe pour les crises humanitaires, une petite enveloppe également pour faire face à la Chine et à son développement d'armement. Donc là, les Américains souffrent déjà d'une économie qui est assez fragile. On se souvient qu'il y a quelque temps, ils étaient en shutdown. Donc, avec toutes ces demandes et ces requêtes de la part des démocrates, est-ce que ceci ne pourrait pas influencer justement les élections? Regardez, madame, inclure Israël dans la demande de M. Biden avait comme objectif de surmonter les objections des républicains contre des assistances supplémentaires pour l'Ukraine. D'accord? Alors, l'administration américaine a bien voulu mettre dans sa demande une aide pour Israël pour qu'il puisse obtenir l'accord des républicains pour l'aide à l'Ukraine. Parce qu'avant le 7 octobre, les républicains ont refusé ou ont rejeté les demandes de l'administration américaine d'augmenter les montants d'assistance aux Ukrainiens. Alors, avant-hier, c'était le vendredi, l'administration a fait un mélange entre une assistance à Israël et l'assistance à l'Ukraine pour obtenir finalement l'accord de l'assistance pour l'Ukraine. Mais ceci dit, les 14 milliards de dollars destinés à Israël viennent dans le contexte d'un soutien militaire américain qui nous a surpris dans le contexte actuel de l'agression israélienne contre les Palestiniens. Monsieur l'ambassadeur, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme de Bonjour Égypte sur la TV internationale. Merci à vous. Voilà, malheureusement, notre temps vient à bout. Merci à vous de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Merci, Samer. Merci, Noah. Merci, monsieur l'ambassadeur Senali, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Et merci, chers téléspectateurs, pour votre temps et votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.